Dernière ligne droite avant le deuxième tour des municipales ce dimanche. Et comme chaque jour, nous vous proposons un débat avec les candidats d'une commune d'Auvergne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Montluçon, dans l'Allier, un peu plus de 35 000 habitants, 8 candidats au premier tour et 4 au deuxième. Nous allons donc vous les présenter. Frédéric Laporte, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes le maire sortant. Votre liste s'appelle Tout pour Montluçon. C'est une liste Les Républicains. Et vous avez obtenu 27% des voix au premier tour. Joseph Rodillon, bonjour. Bonjour. Alors, votre liste s'intitule Montluçon Ensemble, liste ouverte. C'est une liste sans étiquette, mais vous faisiez partie de l'équipe de monsieur Dugléry, le maire précédent. Vous avez quitté cette équipe pour vous présenter séparément. Vous avez réalisé 21,2% des voix au premier tour. Frédéric Cotte. Bonjour. Bonjour. Votre liste s'appelle Pour Montluçon, changeons la donne, liste de gauche. Vous avez réalisé 19,5% des voix au premier tour. Sylvie Sartirano, bonjour. Bonjour. Votre liste s'intitule Montluçon dès demain, liste sans étiquette, mais classée divers gauche par la préfecture. Vous avez réalisé 15,4% des voix au premier tour. Notez qu'au premier tour, il y avait 4 candidats supplémentaires qui n'ont pas passé le cap. Stéphanie Charret, en 2020, tournons la page, 6,6% des voix. Jean-François Jarige, La République En Marche, 4,3%. Mathieu Beaugros du Parti Socialiste, 4,2%. Et Jean-François Reul de Lutte Ouvrière, 1,7% des voix. Depuis ce premier tour dont on vient de parler, beaucoup de choses ont changé. La crise du coronavirus a chamboulé le paysage sanitaire, le paysage économique, le paysage social. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui a changé dans vos programmes, dans votre vision de ce mandat de maire depuis 3 mois, monsieur Laporte? Un certain nombre de choses. D'ailleurs, notre programme a évolué, notamment sur un projet majeur qui était la médiathèque. On a eu une proposition d'une entreprise qui veut venir s'installer et il nous a semblé opportun de répondre favorablement puisque nous craignons que la crise économique qui va arriver dans quelques semaines ou quelques mois fasse beaucoup de dégâts et qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui licencient, voire qui disparaissent. Donc c'était une opportunité. Donc ça fait partie des priorités qu'on a mis en avant par rapport à notre programme initial. Voilà. Et puis après, il y a aussi l'aide apportée aux personnes les plus en difficulté. On a déjà travaillé cela pendant la période du confinement et notre programme aussi appuie très sensiblement sur les aides aux plus démunis, notamment au travers du CCAS qu'il faudra soutenir encore plus que ce qu'il n'était. Monsieur Rodillon, ces 3 mois, qu'est-ce qu'ils ont changé dans votre vision du peut-être futur mandat de maire que vous exercerez? Alors, à l'inverse précisément du programme de M. Laporte, qui, je crois, a été complètement bouleversé par la crise sanitaire. Je pense que cette crise sanitaire a, au contraire, confirmé la pertinence de nos propositions. Dès le départ, nous avons dit que nous voulions remettre l'humain au cœur, que nous voulions favoriser les circuits courts et que nous voulions également favoriser toutes les solidarités du quotidien. Ces solidarités du quotidien que nous avons vues à l'œuvre précisément pendant cette crise sanitaire. Monsieur Cotte, vous, qu'est-ce que ça a changé ces 3 mois de confinement et de crise du Covid? Oui, nos concitoyens ont vécu des épreuves importantes. Certains, d'ailleurs, ont du mal à passer au retour à la vie normale, qui pourtant se profile progressivement. Et, des difficultés qui ont été inégalement vécues pour la population montluçonnaise, selon son mode d'habitat ou son mode de vie ou ses capacités à avoir une vie sociale et avoir des réseaux d'entraide. Donc, beaucoup de difficultés. Et je crains que le monde d'après qu'on attend mis en avant soit pire que le monde d'avant. Donc, nous sommes complètement confortés dans nos propositions qui s'appuient sur l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. Je pense à la possibilité de se soigner, parce que pour ceux qui n'avaient pas de médecin traitant, ça a été quelque part la double peine. C'est la nécessité de répondre à l'urgence sociale. On sait qu'un certain nombre de Montluçonnais ont vécu la période en ayant des difficultés au quotidien, ne serait-ce que pour se nourrir. Il y a eu des gens qui ont eu faim à Montluçon. Ça ne devrait plus jamais se
se reproduire. Et puis, il y a l'après, avec l'urgence sociale, les licenciements que l'on peut craindre et la nécessité d'accompagner chaque Montluçonnais qui sera en difficulté. Et puis, la nécessité de repenser la ville, avec les déplacements doux, les circuits courts, l'amélioration de l'habitat, parce qu'il y avait une inégalité selon la qualité de l'habitat dans lequel on évoluait. Il faut que l'on arrête. Et on va laisser parler Madame Sartirano un petit peu sur ce sujet. Vous, qu'est-ce que ces 3 mois ont changé dans votre esprit ? Alors, tout d'abord, on a eu à faire face à une situation complètement inédite et je crois qu'il faut avoir... on ne peut que reconnaître que nous n'étions pas préparés, ni les uns ni les autres, à affronter une telle crise sanitaire et qu'il faut en tirer quelques enseignements. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose ? Je crois qu'on a effectivement, dans notre programme, on avait déjà ces éléments-là de la solidarité, de l'économie rapprochée sur les entreprises locales et également sur le développement durable. Mais on va prioriser des actions. Le monde d'avant, il va forcément être dans le monde d'après, je dirais, puisque c'est plus des points de programme qui vont être mis en lumière. Alors, pour revenir effectivement, tout le monde l'a dit, la situation économique est devant nous, en tout cas en termes de difficultés. On avait déjà bien envisagé de soutenir et de maintenir déjà l'emploi local. Il va falloir aller effectivement un peu plus précisément sur les circuits courts, comme on l'a dit, mais il y a des outils à mettre en place. Et je dirais, sur les solidarités, ce sont des marqueurs d'inégalité, ces crises majeures, et ça fait effectivement ressortir tout cela. Et je dirais, pour terminer... quand l'économie s'arrête, la planète reprend ses droits et ça va nécessiter que l'on repense notre manière de consommer, de se déplacer et aussi de gérer dans le futur ces crises sanitaires ou climatiques à venir. On l'avait anticipé, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Alors voilà pour ces 3 mois passés. Maintenant, on va se plonger dans l'avenir et on va écouter Emmanuel Moreau qui nous explique un petit peu les enjeux de ce 2e tour à Montluçon. Bonsoir à tous. Si en politique, l'union fait la force à Montluçon, c'est désunion et divorce. À droite comme à gauche, les tendances sont éparpillées façon puzzle. La dynamite est de sortie, les électeurs se dispersent et les voix se ventilent. 8 listes au premier tour, record d'Auvergne, 4 au second tour. Pas d'entente, pas de fusion. L'ombre de Daniel Dugléry qui plane sur la droite, celle d'une époque où la gauche dominait facilement de l'autre bord. Du coup, les Montluçonnais ont un choix très large, peut-être même un peu trop. Alors, comme vient de le dire notre confrère de France Bleu Pays d'Auvergne, il y a 4 listes pour ce second tour à Montluçon. À droite, 2 listes, Monsieur Laporte, Monsieur Roudillon. Monsieur Roudillon, si on fait une addition, l'addition de vos voix vous aurait placé dans une position très favorable. Il n'y avait pas de point de convergence avec Monsieur Laporte, en sachant que vous avez été dans la même équipe. Alors vous persistez effectivement à qualifier ma liste de droite, puisque moi, en sincérité avec les électeurs, je n'ai jamais caché que j'étais de droite. Mais je rappelle que ma liste comporte donc des gens de gauche, des gens aux convictions de gauche affirmées et revendiquées, des gens du centre et une majorité de gens dont je ne sais même pas quel est le vote aux élections nationales ou législatives. La vision qui est présentée ne correspond absolument pas à la réalité. J'ai toujours dit que je revendiquais avoir fait partie de la majorité de M. Dugléry pour son 2e mandat, qui est un mandat qui a été bon. Par contre, le 3e mandat était manifestement le mandat de trop. Je ne vous rappelle pas les affaires qui ont égrené effectivement ce 3e mandat, ni même l'orientation de la politique, qui est une politique aujourd'hui en total décalage, je crois, avec les ambitions et les défis qui se posent à la ville de Montluçon. Monsieur Laporte, il n'y avait pas d'entente possible avec Monsieur Roudillon ? Manifestement non, il n'y en avait pas, puisque Monsieur Roudillon vient de l'affirmer. Moi, je pense qu'un certain nombre d'électeurs le souhaitent toujours aujourd'hui. Donc je les inviterai à se rassembler derrière ceux qui voulaient véritablement une union. Et puis je voudrais quand même rappeler, puisque M. Roudillon affirme qu'il ne fait plus partie de la majorité, il a quand même été candidat à l'élection interne pour être maire. Donc il aurait pu être maire à ma place d'ailleurs, puisqu'il n'y avait qu'une voix d'écart. Il aurait même eu peut-être à gérer les affaires dont il aime à parler. C'était la majorité de M. Dugléry, ce n'était pas votre majorité, M. Laporte. D'accord. Et c'est précisément pour rester en conformité avec ces valeurs que j'ai eu, je crois, le courage de partir avec un certain nombre de mes collègues, ce qui n'est
pas arrivé, je crois, récemment dans l'histoire politique de Montluçon. Vous savez bien qu'il y a un désaccord entre nous, non seulement effectivement sur les valeurs, mais également sur ce que doit être effectivement ce nouveau mandat, qui ne saurait pas être un troisième, le quatrième mandat sur une politique de la ville qui est en total décalage avec les attentes de nos concitoyens. C'est vous qui avez voulu faire de cette fusion une question de personne, puisque vous nous avez proposé effectivement une forme de tambouille électorale en voulant replacer Madame Vergne, que vous avez virée dans les conditions que vous connaissez. En deuxième position, vous lui proposiez à nouveau d'être première adjointe. Alors, je crois que c'est ce qui fait du mal à la politique, précisément, de réduire ces questions à des enjeux de personnes. C'était simplement l'objet de la discussion. À un moment donné, quand vous êtes autour d'une table, que vous restez 4 heures, il faut bien qu'il y ait des choses qui soient débattues. 4 heures parce qu'on avait beaucoup de choses à se dire, effectivement. Dans le détail des compositions de listes et des personnes qui sont restées 4 heures, contrairement à un certain nombre de participants. À peine 2 heures. C'est vrai que le téléphone ou la cigarette était plus important. Bon, je vais essayer de m'adresser. Je ne suis pas certain que ça intéresse beaucoup les électeurs de Montluçon, tout ça. Pour deux autres candidats, effectivement, je ne suis pas sûr que ma cigarette intéresse les Montluçonnais. Madame Sartirano, lorsque j'ai dit que la préfecture vous avait inscrit en tant que liste d'hiver gauche, vous avez un peu haussé les sourcils, mais est-ce qu'il n'y a pas une sensibilité de gauche dans votre liste? Et juste, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une alliance possible avec M. Cotte, par exemple? Non, alors effectivement, il y a cette sensibilité de gauche, mais voilà, on sourit ensemble puisque voilà, on est un mouvement citoyen qui a voulu être qui se veut être rassembleur et fédérateur. Voilà, j'ai des citoyens dans ma liste. Voilà, pour la droite, je suis à gauche. Pour la gauche, je suis à droite. Moi, voilà, on a bâti un projet pour les Montluçonnais. Alors, ça nous fait sourire, mais voilà, j'ose espérer que dans mon projet, dans le projet qu'on a bâti sur les 6 dernières années avec mes colistiers, eh bien, il y ait des gens et de droite, de sensibilité de droite qui se reconnaissent et des gens de sensibilité de gauche. J'ai pas travaillé pour une partie des Montluçonnais. J'ai travaillé pour l'ensemble des Montluçonnais. Voilà, j'irai pas plus loin sur ce débat qui n'en est pas un. Après, voilà, je ne suis pas dans ces clivages et j'ai pas envie de cliver, j'ai envie de rassembler pour les Montluçonnais. Monsieur Cotte, la gauche a été longtemps au pouvoir à Montluçon. On peut estimer donc qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche. Est-ce que les divisions n'empêchent pas la gauche de revenir a été longtemps au pouvoir, mais ça fait plus de 20 ans que ça n'est plus le cas. Hein. J'ai souri également quand vous avez qualifié Mme Sartirano de d'hiver gauche. C'est la préfecture qui l'a qualifié de d'hiver gauche. Oui, c'est la préfecture. Ils aiment bien les étiquettes, la préfecture. Voilà. Il faut classifier à un moment ou à un autre. Il est vrai que nous avons vécu un mandat l'un côté de l'autre, à la fois à la ville et à l'agglomération. À aucun moment, les marqueurs qui ont été chacun des nôtres, les marqueurs de comportement et les marqueurs politiques, n'ont pu nous permettre d'envisager la moindre convergence. Et moi, je suis le seul autour de cette table à ne pas avoir été à un moment ou à un autre discuté. Je vous ai fait la proposition, docteur, mais vous avez été très clair. Vous avez dit pas de discussion. Ou alliance, parce que ça peut être noble, les alliances avec l'un ou l'autre. Oui, je vous avais dit, Maître Roudillon, que l'on pouvait être en convergence pour dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre de scandales, un certain nombre d'affaires qui nuisent à l'image de notre ville, mais que nous avions très peu de points communs pour envisager une gouvernance commune. Nous avons été en désaccord sur la plupart des délibérations et projets menés par les anciens mandats, les majorités auxquelles vous avez participé, ne serait-ce que les privatisations de services publics municipaux. Par contre, j'ai souri pour la qualificatif de Mme Sartirano. J'ai beaucoup moins souri lors de votre échange qui me semble complètement hors sol par rapport aux problématiques de Montluçon, aux problématiques des Montluçonnais. On va les aborder du coup. On va les aborder, ça serait bien, parce que pour l'instant, on ne parle pas de... Nous sommes dans la politique politicienne, voire dans la tambouille, et c'est pas comme ça qu'il faut appréhender, surtout après la crise sanitaire et les dégâts qu'elle va occasionner. Parlons du fond.
Monsieur Roudillon, dans votre lettre aux électeurs de deuxième tour, vous dressez un portrait de Montluçon qui est assez dur. Hein. Montluçon ne va pas bien, je cite, une hémorragie démographique, un logement, un commerce sur 5 vide, 1492 emplois détruits entre 2011 et 2016, une des villes les plus âgées de France car les jeunes s'en vont, les salaires parmi les plus bas de France. C'est à ce point difficile la situation de Montluçon? Oui, la situation de Montluçon, Social. comme un certain nombre de villes moyennes, est difficile. Il faut savoir et avoir le courage de regarder cette réalité en face et non pas de tenter de la déguiser comme fait M. Laporte et tenter d'y remédier par un certain nombre d'équipements qui peut-être pour être clinquants cachent cette réalité. Mais nous avons à Montluçon des talents nombreux, nous avons à Montluçon un certain nombre d'atouts qu'il faut précisément mettre en avant pour redresser, tant qu'il en est encore temps, la situation. Vous pensez à quoi quand vous dites équipement clinquant par exemple? Les équipements clinquants, il y avait le projet de médiathèque, on a appris maintenant qu'il était abandonné avec 2 explications. La première explication, on nous expliquait que les fonds allaient être redirigés vers l'économie. Et puis j'ai cru comprendre dernièrement, et encore tout à l'heure, que finalement, ce projet qui avait été décidé d'ailleurs par la communauté d'agglomération, à la suite d'un rapide échange entre M. Ducléry et M. Laporte, allait être réorienté vers, si j'ai bien compris, le terrain vers l'implantation d'une entreprise. Si je peux me permettre, Maître, moi j'avais entendu parler de ce projet d'activité numérique sur le site de Montluçon bien avant le confinement, hein, et en fin d'année dernière déjà. Donc ça ressort fort opportunément maintenant, mais c'est bien. Mais de toute façon, il faut être réactif. Je pense que c'est ça, un élu. Un élu, il a des opportunités, il les ouvre et il faut être réactif, mais il faut être cohérent aussi. Il faut une cohérence. Il pas enterrer un projet pendant des mois pour le ressortir opportunément dans le Money Time juste avant l'élection. Il n'a pas été enterré pendant des mois. Le contact avec le groupe anglo-saxon via une entreprise montluçonnaise s'est concrétisé pendant le confinement. Donc c'est tout à fait clair. Et peu importe qu'on crée les emplois en mois de janvier 2020 ou qu'on les crée au mois de mai 2020, l'essentiel c'est qu'il y ait une véritable opportunité pour l'emploi et l'économie à Montluçon. Voilà, c'est ça qui est particulièrement intéressant. Le projet médiathèque, il est effectivement à l'arrêt aujourd'hui parce qu'on a cette proposition et qu'ils veulent le site qu'on avait prévu pour ce projet. Et ça nous paraît effectivement essentiel d'aller vers ça. Alors, les projets clinquants, moi je pense que Montluçon avait besoin d'une médiathèque, quoi qu'il en soit. Et c'est peut-être un projet qui reviendra dans quelques années. Évidemment, ça fait partie de l'attractivité. Alors, on condamne le Boulodrome, par exemple. On condamne le Boulodrome qui a coûté 1,8 million, qui fait 30 000 entrées par an, qui est gérée par une association qui demande pratiquement pas d'argent à la ville parce qu'elle fait payer 1 euro à chaque entrée. Donc c'est ça. Là on rend la gestion des structures aux associations et aux clubs. C'est ça aussi, mettre en avant les savoir-faire des Montluçonnais. Madame Sartirano, sur le développement économique de Montluçon? Mais oui, on est encore toujours sur des débats très clivants. Je crois que ce que les Montluçonnais attendent dès le 29 juin, c'est qu'on soit pertinent dans l'action. Et pour ma part, on axera vraiment sur la consolidation des entreprises locales. Je crois que la crise nous a enseigné que l'on allait chercher bien loin ce que l'on a sous la main et qu'il va falloir soutenir, parce que quand on soutient nos entreprises, on soutient l'emploi et on en a grandement besoin. Donc ça, c'est le premier point. On a prévu effectivement, pour soutenir cet emploi local, un programme de réhabilitation des logements, puisque tant dans le parc privé que dans le parc social, afin de baisser aussi des charges pour les gens. Eh bien, ça, ce sont des travaux qui sont menés par les entreprises principalement locales. Voilà. Et le troisième point, nous, sur lequel on veut s'ancrer, parce que ça, on a la main là-dessus, je trouve, et ça, c'est vraiment une politique publique et une volonté politique de s'ancrer sur les circuits courts, la production locale et l'alimentation en général. Voilà. On ancre ça parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne voit pas les outils derrière. Il y a un outil qui existe et que nous mettrons en place. C'est le plan d'alimentation territoriale. Il y en a un sur Clermont-Ferrand, si vous êtes de la région. Et je crois que c'est un vrai projet global autour de l'alimentation qui emmène sur la voie tant économique, sociale et environnementale. C'est-à-dire qu'on va permettre de maintenir les emplois, peut-être d'en faire via l'insertion de nouveaux. On permet l'alimentation aussi aux plus faibles d'entre nous, c'est-à-dire qu'on permet de manger sain à des prix tout à fait raisonnable, et on travaille sur le cycle environnemental. C'est un vrai projet
qui infuse sur la ville. Voilà. Monsieur Cotte, est-ce que le salut économique montluçonnais viendra justement par cette exploitation des ressources qui existent au niveau local? Montluçon est encore la seconde ville industrielle d'Auvergne. Excusez-moi, je suis resté très auvergnat. Et il faut conforter, encourager, accompagner le développement industriel. Il faudra d'ailleurs accompagner la mise aux normes environnementales d'un certain nombre de nos entreprises locales. Nous nous y efforcerons avec l'aide des services de l'État, mais il y a un certain nombre d'autres gisements d'emplois, ce qu'on appelle les emplois de demain, les métiers de demain. Nous disiez tout à l'heure que Montluçon était une des villes les plus âgées, mais autour des services à la personne, il y a des gisements d'emplois et de formation. On peut s'emparer des opportunités qui sont offertes par l'État. Voilà. On a les contrats de transition, donc ont été offerts. J'ai vu qu'il y avait 80 villes de retenue. J'ai pas vu Montluçon. Là aussi, nous avons développé une filière, y compris de formation, d'aide des services à la personne. Donc, nous avons évoqué rapidement l'économie du numérique à travers le projet qui transpire depuis quelques jours, autour du tourisme, autour de la culture, autour du développement commercial. Un des points d'appui économique de Montluçon, c'est le commerce qui a beaucoup souffert et qu'il faut conforter. Ça passe aussi par un aménagement et un développement du cœur de notre cité pour relancer le commerce traditionnel, parce qu'il a beaucoup souffert d'implantations un peu erratiques de grandes surfaces. Il a été évoqué le bio, j'appelle ça le bio pour tous. Il est important de doter nos cuisines centrales de produits locaux, de qualité et de produits locaux. Mais on sait que la production locale ne le permet pas, donc toute une filière peut être développée localement. Il faut arrêter de transformer des surfaces agricoles en surfaces commerciales, comme on l'a trop fait dans notre agglomération. Je vais donner la parole à Frédéric Et Laporte. je termine en une seconde. On l'a pas évoqué, mais nous voulons développer le service, le soutien au milieu associatif en développant des emplois aidés. Frédéric Laporte. Moi, je veux juste compléter, parce qu'on a parlé d'économie et beaucoup du projet de création de cette entreprise, mais notre projet économique, il se développe sur 5 axes. 5 axes, donc il y a le réemploi et la revalorisation des produits usagés, le tourisme dont on n'a pas parlé, mais qui est pour notre territoire, à mon avis, un vrai secteur d'emploi autour de la culture, des festivités, du patrimoine, qui est riche à Montluçon. L'aide à la personne, on a déjà des résidences seniors. On a 2 projets actuellement de résidences seniors, notamment un sur la clinique Saint-François qui est à l'abandon depuis des années. Et celui de la clinique Saint-Jean que vous avez avancé aux électeurs, on n'a pas vu grand-chose là aussi. C'est pas Saint-François d'ailleurs, c'est Saint-Jean, vous avez raison. Pas de faire du bâti, parce que la plupart des Montluçonnais n'ont pas les moyens financiers d'aller dans des structures de ce genre. Oui, mais aux îlets, on a une structure à vocation sociale où les loyers seront 2,5 fois à 3 fois inférieurs à la moyenne nationale. On parle des entreprises de proximité. Alors, l'entreprise de proximité, c'est l'agriculture avec les circuits courts, on parle beaucoup de ça, et c'est déjà actuellement le cas avec la cuisine centrale, mais il y a aussi les artisans. Il y a aujourd'hui déjà des aides à la rénovation des habitats, à la sortie de la vacance de l'habitat, une aide à l'installation d'ascenseurs dans les immeubles de centre-ville. Tout ça est déjà en place. Et puis, on parle aussi du commerce. On a, il y a quelques années, mis en place une plateforme de e-commerce qui n'a pas convaincu les commerçants, mais on a déjà travaillé pour aller un peu plus loin. Oui, mais aujourd'hui, vous la critiquez pas il y a quelques temps. Non, mais l'idée était bonne, mais... On s'en sert pas, mais voilà, après, je vous laisse finir. En attendant, elle existait, et puis les entreprises du numérique, effectivement, celle dont j'évoquais tout à l'heure, entreprise du numérique... Elle va créer combien d'emplois, cette entreprise ? 350 emplois, mais là, c'est des emplois, on parle d'entreprises qui va réinsérer des personnes qui sont dans le chômage de longue durée. Le porteur du projet n'a pas annoncé autant d'emplois. Si, il a annoncé parfaitement autant d'emplois. Vous étiez présent à la conférence de presse, non, à la présentation. Pas été invité quand M. Wauquiez est venu. Donc vous n'étiez pas présent. C'était certainement pour des raisons sanitaires que vous avez limité la jauge ce jour-là quand M. Wauquiez est venu. C'était présenté à la montagne. La montagne a parlé de 350 emplois. Sachez que les projets peuvent être connus par d'autres élus à d'autres moments que les grands raouts officiels. Bien sûr, mais les projets, ils arrivent quand les chefs d'entreprise qui ont confiance ou pas les proposent. Ça, je vous le rappelle aussi, parce que c'est bien de parler de l'entreprise quand on les connaît aussi peu. Vous m'avez parlé, presque tous, du tourisme comme un levier éventuel pour remettre Montluçon un petit peu en route. Comment vous allez faire cette valorisation par le tourisme, Madame Sartirane ?
Alors, il y a mes collègues ont évoqué le tourisme industriel, le tourisme patrimonial. Je crois qu'il y a un volet dont on n'a pas parlé, c'est le tourisme vert, puisqu'on a cette vallée du Cher absolument magnifique qui est aujourd'hui totalement inexploitée. Où l'on a réfléchi, nous, à mettre en place. Alors, on part pas sur du tourisme de masse, bien évidemment, on n'est pas sur ces régions-là. Et puis, je crois que personnellement, je n'en aurais pas forcément envie de mais en tout cas, on peut, sur la vallée du Cher, en l'aménageant, en balisant les chemins correctement, en entretenant, on peut faire beaucoup d'activités. On a pensé au parcours de pêche, par exemple. Le monde de la pêche, on en a l'exemple à Montluçon avec le Salon de la Carpe, attire des milliers et des milliers de visiteurs. Ce sont des nouvelles activités dont la population commence de raffoler. Et on a tout ce qu'il faut pour le mettre en place. Je dirais qu'au-delà de ça c'est plus le fond. Sur la forme, il faut impérativement revoir notre offre sur le territoire qui est diffuse, qui, je trouve, n'est absolument pas claire, qui n'est pas encore suffisamment exposée numériquement. C'est-à-dire que quand vous voulez venir en vacances, en tourisme vert dans notre vallée, c'est un peu compliqué. Monsieur Roudillon, vous mettez l'accent sur le patrimoine. Est-ce que ce tourisme patrimonial pourrait être un des moyens de ce retour un petit peu à l'emploi de Montluçon ? Oui, bien évidemment, nous le savons tous et nous le répétons tous. Montluçon a un double patrimoine, un patrimoine médiéval important, intéressant. Il suffit de voir le nombre de touristes, notamment étrangers, qui l'été traversent notre vieille ville, mais sont un petit peu perdus parce qu'il n'est absolument pas mis en valeur en l'état. Et un tourisme ou un patrimoine industriel, puisque Montluçon, ça vient d'être dit, a un patrimoine et une histoire industrielle tout à fait fascinante. Et ces deux volets patrimoniaux doivent être exploités avec le tourisme vert qui était souligné à juste titre par Madame Sartirano. Je rajouterai également qu'on a à proximité de Montluçon la plus belle chaînée d'Europe avec la forêt de Troncé. On a véritablement de nombreux atouts qui sont à articuler, à organiser entre eux pour effectivement profiter à plein de cette potentialité du tourisme. Monsieur Cotte, pour vous, le tourisme, ça peut aussi être un levier ? Le tourisme vert, en particulier une voie verte, c'est un emploi induit au kilomètre. Donc c'est énorme. Et nous souffrons d'une absence de développement de ce type d'activité depuis des années et des années. Quand on voit le nombre de camping-caristes ou de touristes qui tangentent Montluçon sans s'y arrêter, le potentiel est très important. Surtout que pour la plupart d'entre eux, ce sont des personnes qui ont quelques capacités financières et qui pourraient venir le dépenser sur place, à condition d'aménager l'offre sur le territoire montluçonnais, que ce soit en tourisme vert, que ce soit en tourisme patrimonial. On a aussi le tourisme culinaire, parce que ça existe aussi, et nous avons des bonnes tables à Montluçon. Et puis, nous avons autour du patrimoine industriel toute cette mémoire ouvrière à faire vivre et qui peut intéresser beaucoup de personnes. Des musées En ce qui nous concerne, c'est surtout pas de musée supplémentaire, parce que nous avons déjà le MUPOP, le Musée des musiques populaires, qui est un outil magnifique d'envergure internationale. Donc, de ce côté-là, nous avons une proposition suffisante. Non, il faudrait le faire vivre sur des lieux de la ville, faire vivre la mémoire des Montluçonnaises et des Montluçonnais qui ont vécu cette période et qui sont encore là pour un certain temps, de manière interactive, mais ça va au-delà du tourisme. C'est la réappropriation collective d'une identité, d'une image forte qui a façonné notre territoire depuis le 19e siècle et dont nous devons être fiers collectivement. Donc c'est un outil à la fois économique, mais avant tout, en ce qui me concerne, d'image et de vivre ensemble. Monsieur Laporte, comment on anime cette ville de Montluçon pour y faire venir des touristes ? J'ai vu des projets de pôles de festivités, notamment, dans votre programme. Alors d'abord, le touriste, il faut l'attirer sur un territoire, on ne l'attire pas sur une ville. Donc je suis assez d'accord sur le tourisme vert, mais il faut aller même au-delà de ça. Je pense que le conseil départemental a pris une décision importante. Il a nommé les habitants de l'Allée et les Bourbonnais. Il faut se réapproprier une partie de cette histoire de France et de l'Europe.
Et là, on va intéresser énormément de personnes. Et notre château a été construit par les ducs de Bourbon, la vieille ville autour. Et c'est au travers de cette image qu'on va pouvoir attirer les gens, les touristes d'assez loin. L'industrie, c'est le deuxième volet de notre histoire. Et là, nous, on a l'idée de faire un parcours muséal à travers la ville avec des pièces notamment qui viendraient d'anciennes usines. Montluçon Événements, c'est une structure qu'on veut, je dirais, large, au sens qu'elle regrouperait à la fois l'animation culturelle, festive, et patrimoniale, et pour développer une espèce de marque, pourquoi pas une marque territoriale, une attractivité territoriale vers l'extérieur, participer à des salons, communiquer. À une entreprise privée ? Pas du tout. Ça existe déjà, d'ailleurs, Montluçon Événements, c'est un de mes colistiers qui l'a créé il y a de nombreuses années, mais qui a laissé complètement inexploité, voilà. Très bien, mais c'est bien de vouloir le relancer. Très bien. Donc il y avait peut-être des intérêts fusionnés, vous voyez. En tout cas, l'idée, c'est d'utiliser un outil de la collectivité. Il n'est absolument pas question que ça soit traité par une entreprise extérieure, même si la communication peut être aussi l'objet d'entreprises extérieures, puisqu'il faut des spécialistes quelquefois pour communiquer. Hein. Mais après, il y a aussi l'aspect patrimonial. On a déjà commencé à travailler sur la remise en état, notamment du vieux château. L'appropriation de l'esplanade de ce château est extrêmement importante. Il faut que les Montluçonnais aillent y vivre, qu'il y ait de l'animation. Et après, ça diffusera dans la vieille ville les Montluçonnais, les touristes. Ça irriguera aussi le commerce de centre-ville. Tout ça, c'est un lien entre toutes ces parts du programme, de notre programme et de l'activité de notre ville. Il y a quelque chose qui existe déjà, c'est le label Ville et Histoire. Je crois savoir qu'un dossier complètement prêt existe, mais il est toujours dans les tiroirs Alors, monsieur de l'hôtel de ville de Montluçon. Ça tombe bien que vous preniez la justement pour le déposer. parole. Vous avez un peu de retard. J'aimerais quand même qu'on parle un peu des Montluçonnais et de leur cadre de vie. Selon vous, quelle est la priorité aujourd'hui pour améliorer ce cadre de vie des Montluçonnais? Comme cela a été dit, ça passe bien évidemment par plusieurs éléments qui doivent être accompagnés. Bien évidemment, l'habitat, ça a été dit tout à l'heure par des choses tout à fait justes. C'est effectivement le verdissement de la ville. Je pense que notre ville, dans ses aménagements récents, a souffert d'une minéralisation. J'ai dit qu'on était un peu dans une politique des années 80. Ça passe également par la mise en valeur du patrimoine. Ça passe aussi par le soutien donc, des commerces de proximité. C'est un ensemble. Il faut passer d'une politique, je crois qu'on a pu avoir une politique de quartier à une politique de la ville appréhendée véritablement dans sa globalité. Et puis, je voulais dire que la récente crise sanitaire, c'est peut-être l'occasion, et ce sera peut-être l'occasion justement de l'émergence de ces villes moyennes. Vous savez, les villes moyennes, on était toujours un petit peu à la traîne des métropoles. On courait derrière les métropoles et on n'arrivera jamais à les rattraper. Alors qu'on a une vraie identité. On a des vrais faire-valoir qu'on a vu ne serait-ce par le fait qu'on a été extrêmement peu touché par la contagion donc, du Covid-19. C'est ça qu'il faut mettre en avant, tous ensemble. Madame Sartirano, comment on donne envie aux Montluçon de rester à Montluçon, d'être fiers d'habiter à Montluçon? De différentes manières, voilà, elles ont été évoquées un petit peu par tout le monde. Moi, je pense qu'il faut revenir. Tout à l'heure, je vous disais que pendant cette crise du Covid, la planète, enfin en tout cas la nature avait repris ses droits. Et je pense que quand vous nous, pardon, excusez-moi, 1, 2, 3, c'est le matin. Quand vous nous parlez de cadre de vie, je pense aussi qu'il faut qu'on réfléchissent à vivre autrement, à se déplacer autrement, à améliorer et apaiser en tout cas notre centre-ville, qu'on ait plaisir et que les touristes mais aussi principalement les habitants, puisqu'on y est nous au quotidien, aient plaisir à se déplacer dans Montluçon. Donc ça veut dire effectivement revoir le plan de circulation. Aujourd'hui, il y a sur notre axe principal commerçant, l'avenue de la République et du boulevard de Courtet, on a une circulation qui devient, je trouve, en plus désagréable après avoir vécu ce silence. Le bruit nous indispose.
dispose plus particulièrement. Et voilà, il faut déjà revoir ce plan de circulation, aménager, on l'a vu, des pistes cyclables qui, pour le coup, sont encore mal matérialisées, pas sécurisées. Il faut amener petit à petit les gens à prendre plaisir et rendre agréable notre centre-ville pour que les gens puissent éventuellement consommer plus sereinement. Je reviens vers vous, Monsieur Roudillon, parce que vous avez un peu de retard dans les temps de parole. Ce cadre de vie, vous avez une priorité particulière vraiment que vous voyez à travers ce que les Montluçonnais vous disent ? Oui, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est une demande effectivement globale. Il faut de toute façon et de façon urgente restaurer la sécurité, notamment dans certains quartiers. Il faut pallier très rapidement aux problèmes de la santé. Et effectivement, il faut avoir cette action globale, cette action en reprenant notamment ces Montluçon, dont j'ai cru comprendre qu'il était plus ou moins à la dérive. C'était le projet phare de M. Ducléry, qui recueillait d'ailleurs l'adhésion, on peut dire, assez large des Montluçonnais. Il faut relancer effectivement très rapidement ce projet, ces Montluçon. Son projet initial, mais tel qu'il est devenu, il est à la dérive, effectivement. Il suscite le rejet. Il y a un rejet ? C'est le rejet, parce que nous avons engagé 17 millions d'euros pour bétoniser les rives du Cher et faire un contournement de Renault Minute qui n'est même pas achevé à ce jour. Et les travaux ont été interrompus avant même le confinement, donc c'est un gâchis. C'est un gâchis. Il va être très difficile de revenir dessus. Je peux parler du cadre de vie parce que je crois rapidement, oui. Allons-y, il nous reste environ 2-3 minutes. Sur ce sujet. Un peu M. Cotte, un peu M. Laporte, ensuite on te rappelle. Parce que ceux qui ont vécu le confinement dans un appartement mal isolé, de mauvaise qualité et sans espace vert à proximité, et il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont dans cette situation, ça a été une double peine. Donc il faut corriger le plus rapidement possible. Il faut des espaces verts en quantité supplémentaire. Nous avons beaucoup de friches industrielles à Montluçon, dont des terrains sont pollués. Il faut arrêter d'envisager des constructions publiques et même privées sur ces sites. Donc il faut y planter des arbres, ce qui permettra progressivement d'épurer le terrain et permettre aux Montluçonnais d'avoir des espaces verts. Et les pistes cyclables, ça fait maintenant consensus. On passait pour... Il y a des aides à la dépollution, mais encore faudrait-il les mobiliser, des aides très importantes de l'État. Vous savez très bien qu'on a obtenu des fonds de la région pour dépolluer, justement. Pas très crédible, mais on voit l'engouement. Et c'est déjà l'heure de notre conclusion, car le temps de ce débat est compté déjà. Oui. Alors moi, ça passe très vite, 40 minutes. Sur le projet C Montluçon, il y a des phases, et il y a des phases qui sont menées. Il y aura une inversion entre une phase 3 et une phase 4. C'est pour ça qu'il y a actuellement une pause, tout simplement. Oui, alors 30 secondes pour conclure. 30 secondes pour conclure, s'il vous plaît. Madame Sartirano, c'est à vous. C'est la police de... Non, monsieur Laporte, s'il vous plaît. C'est à moi, je dois conclure en 30 secondes. Alors tout simplement, je dirais que voilà, Montluçon des demain a essayé de faire un projet fédérateur et rassembleur qui a pensé à chaque Montluçonnais. Il n'y a pas un Montluçonnais qui vaille plus qu'un autre pour nous. Tout le monde est considéré. C'est la première chose. J'ai une équipe qui est résolument tournée vers l'avenir et qui appréhende les enjeux de demain et qui sera dès le 29 juin dans l'action. Et enfin, j'ai confiance en les habitants, car je sais qu'ils sauront relever les défis. Et ça fait 30 secondes. Je leur demande de me faire confiance. Monsieur Roudillon, à vous 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, je crois que les Montluçonnais ont le 28 juin un choix extrêmement important à faire. Effectivement, soit on continue, on va dire, sur la spirale du déclin que l'on connaît depuis 45 ans, soit on relève fièrement la tête. Et je pense que ma liste, parce qu'elle dépasse effectivement ce clivage partisan des Républicains d'une part, de la gauche d'autre part. La gauche est respectable, mais ça n'est que 50% de la population. Tous ensemble, nous pouvons effectivement réussir le Montluçon de demain. Monsieur Cotte, 30 secondes pour vous. Je serai le maire d'une ville propre. D'une ville propre dans ses pratiques, dans sa gouvernance et bien entendu dans son entretien. Je serai le maire de tous les Montluçonnais, ceux qui auront voté pour moi, bien entendu, mais ceux qui auront voté pour l'une ou l'autre de mes concurrents, et de celles et ceux dont nous espérons qu'ils seront le moins nombreux possible, qui n'auront pas voté. Montluçon a besoin de se rassembler, et ce sera ma mission
Et des ça dimanches fait soirs. 30 secondes. Merci. Monsieur Laporte, c'est à vous. Alors moi, nous avons un programme équilibré qui concerne tous les habitants de notre ville, tous les quartiers. Il est réaliste, opérationnel et il est financé sans augmentation de la fiscalité. Il est présenté par une équipe de colistiers honnête et intègre et qui allie à la fois l'expérience d'anciens élus et un large renouvellement pour une nouvelle dynamique. Et puis surtout, et je pense que c'est pas un vain mot que de le 5 dire, secondes. nous serons opérationnels dès le 29 juin. Merci, monsieur. Merci, madame. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation à débattre. En 40 minutes, nous n'avons bien sûr pas pu développer tous les thèmes. Pour cela, on vous renvoie aux professions de foi et au programme des candidats que vous trouverez dans vos boîtes aux lettres ou sur leur site internet respectifs. Merci aux équipes techniques et éditoriales qui ont préparé ce débat. Le vote, c'est dimanche. Tout de suite, place à votre édition régionale. À très vite.